Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 décembre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Z sur 7. L'actualité est marquée par la chute du gouvernement français. Alors, comme en Belgique, c'est peu probable qu'il y ait un nouveau gouvernement qui soit nommé très vite. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est la doctrine de notre partenaire, le Centre pour la cybersécurité Belgique. Pour toute entreprise, de telles attaques sont dévastatrices et peuvent entraîner des pertes financières considérables. Si vous possédez des panneaux solaires, restez avec nous pour découvrir ce qui change en 2025. Z sur 7, c'est parti! Z sur 7 à la une. L'hiver approche et se chauffer risque de peser lourd sur les budgets. Les nouveaux tarifs de distribution pour le gaz et l'électricité en 2025 sont désormais disponibles et la tendance est clairement à la hausse. Personne n'est épargné. Particuliers, entreprises et même les propriétaires de panneaux photovoltaïques devront faire face à cette augmentation. Anne-Elisabeth Sprimont, de la Commission Wallonne pour l'énergie. La partie distribution pour l'électricité, c'est 22% de la facture. Pour le gaz, on est à 26% de la facture moyenne, globale, annuelle d'un utilisateur. Alors, ce que ça représente, l'augmentation qu'on constate pour les tarifs de distribution, en électricité, en distribution, on a environ 40 € qui est lié à l'augmentation des tarifs de distribution. En gaz, on est en moyenne à 55 € sur la facture annuelle d'un utilisateur pour le gaz. Ce sont surtout les prosumers qui se sentent lésés dans cette situation. En Wallonie, non seulement les primes directes pour l'installation de panneaux photovoltaïques ont disparu, mais ils subissent aussi les augmentations les plus marquées. Plus 31% chez Ores et plus 22% chez Resa, les deux principaux gestionnaires de réseau couvrant 95% du marché wallon. Cependant, la Commission Wallonne pour l'énergie relativise ces chiffres. Ces hausses concernent uniquement le tarif forfaitaire qui inclut à la fois la distribution et le transport de l'énergie. Le tarif prosumer forfaitaire, il existe parce que pendant longtemps, on n'a pas d'informations précises sur les prélèvements bruts du prosumer. C'est là-dessus qu'on facture les coûts de distribution. Quand on n'a pas d'infos sur les prélèvements bruts, on doit appliquer un forfait. Donc on applique le tarif prosumer forfaitaire. Lorsque un prosumer s'équipe d'un compteur communicant, et c'est ce qui est le cas pour le moment, je sais que les GRD sont en train de déployer autant que possible les compteurs communicants, on peut alors réduire ses coûts de distribution parce qu'on va être facturé sur ces prélèvements bruts. Ces reculs sur les aides financières sèment le doute chez ceux qui envisageaient d'installer des panneaux solaires. Pourtant, la rentabilité de ces installations reste un argument solide, avec des économies substantielles sur le long terme, malgré la hausse des tarifs et la suppression des primes. Francesco Contino, professeur à l'école polytechnique de Lucé-Louvain. Ce niveau de rentabilité va être différent en fonction de la consommation globale. Et malgré tout, on reste sur des gammes de 5 à 10% de rentabilité. Une installation va être rentable entre 10 et 15 ans, alors qu'elle va durer 25, peut-être 30 ans, voire plus en fait. Il n'y a pas de problème majeur à l'installation. Quoi qu'il en soit, les prix de l'énergie en 2025 ne feront aucune exception. Tout le monde verra sa facture augmenter. Le seul levier pour limiter l'impact reste de réduire sa consommation. Z sur 7 à la une. François Hollande a récemment ironisé sur la situation en France lors de son passage à Bruxelles. Les Français se retrouvent à leur tour dans un pays sans gouvernement, une première depuis 1962, et la chute du gouvernement Pompidou, une situation qui inquiète les marchés financiers. Charlotte de Montpellier, économiste ING. La chute du gouvernement français signifie qu'une longue période d'instabilité va commencer. Ça a été tellement difficile de trouver le précédent gouvernement que c'est peu probable qu'il y ait un nouveau gouvernement qui soit nommé très vite. Et ça veut aussi dire que le budget 2025, qui devait être un budget plus restrictif avec des hausses d'impôts, ne sera pas voté. Et donc on aura un budget en 2025 qui est le budget des affaires courantes.
L'instabilité politique et un budget peu rigoureux suscitent l'inquiétude des marchés qui constatent une perte de contrôle sur les finances publiques. Bien que la situation française reste éloignée de celle de la Grèce à l'époque de sa crise, elle attire néanmoins l'attention des investisseurs. Cette instabilité pourrait avoir des répercussions sur d'autres pays si elle perdure. Le fait que la France soit dans cette situation, le fait que les marchés financiers regardent la situation budgétaire de la France, eh bien, ça veut dire que les marchés financiers sont plus attentifs à la situation budgétaire de manière générale et que donc d'autres pays qui sont dans des situations un peu similaires d'un point de vue budgétaire pourraient aussi commencer à être davantage surveillés par les marchés financiers. On pense évidemment à la Belgique. Lors des élections législatives françaises de l'été dernier, le spread de la Belgique avait déjà connu une hausse, conséquence d'un effet de contagion lié à la situation en France. Un scénario similaire pourrait se reproduire si la crise politique française venait à s'éterniser. Z sur 7 à la une. Les cyberattaques constituent l'une des plus grandes menaces pour les entreprises et il est crucial d'y être préparé. Fedra Cluner, du Centre pour la cybersécurité Belgique, nous énonce les attaques les plus courantes et donne 5 conseils de sécurité essentiels pour protéger votre entreprise. Quels sont les principaux types de cyberattaques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui ? Les entreprises sont exposées quotidiennement à différents types de cyberattaques. Parmi la plus courante, citons la fraude au CEO, où des criminels se font passer pour un cadre supérieur afin d'inciter les employés à effectuer des paiements. Il y a aussi les attaques DDoS, où les serveurs sont inondés de trafic, de sorte que les systèmes deviennent indisponibles. Enfin, il y a le phishing, et plus particulièrement le spear phishing ou le kishing, où les attaquants trompent les employés par le biais de faux mails ou de codes QR pour voler des données sensibles. Il y a aussi la fraude à la facture, où les criminels envoient de fausses factures, souvent avec des numéros de compte bancaires modifiés. Le ransomware est peut-être le plus dévastateur. Les fichiers sont cryptés, les données sont volées et les criminels exigent une rançon pour en rétablir l'accès. Enfin, il y a les attaques par ingénierie sociale, où les employés sont manipulés pour révéler des informations confidentielles, et les attaques de la chaîne d'approvisionnement, où les attaquants trouvent un moyen d'entrer dans votre réseau par l'intermédiaire des systèmes de vos fournisseurs. Un exemple concret de la façon dont une cyberattaque peut nuire à une entreprise. Imaginez que votre entreprise soit touchée par une attaque de la chaîne d'approvisionnement. Vous utilisez des logiciels provenant d'un fournisseur externe. Or, ce fournisseur est piraté et à votre insu, la dernière mise à jour du logiciel contient des logiciels malveillants. Une fois la mise à jour installée sur votre réseau, les attaquants ont accès à des informations commerciales sensibles. Cela signifie non seulement des failles de sécurité, mais aussi une atteinte potentielle à la réputation de votre entreprise, une perte de confiance de la part de vos clients et peut-être même des conséquences juridiques. Prenons l'exemple d'un ransomware maintenant. Vous perdez soudainement l'accès à des données clients et financières vitales, tandis que les cybercriminels exigent une rançon. Même si vous payez, vous n'avez aucune garantie de récupérer vos données. Pour toute entreprise, de telles attaques sont dévastatrices et peuvent entraîner des pertes financières considérables. Pour diminuer les risques d'attaque, écoutez bien les 5 principaux conseils de sécurité qui peuvent aider les entreprises à se protéger contre ces cybermenaces. Voici les 5 principaux conseils de sécurité qui peuvent aider les entreprises à se protéger. 1. Utilisez l'authentification à 2 facteurs. En activant l'authentification à 2 facteurs, vous ajoutez un niveau de sécurité supplémentaire pour la connexion aux systèmes sensibles. Cela permet de lutter contre la fraude au CEO, les ransomware et les attaques d'ingénierie sociale, car l'accès devient plus difficile sans l'authentification physique de l'utilisateur. 2. Formez votre personnel. La sensibilisation est essentielle. Assurez-vous que votre personnel est correctement formé pour reconnaître les mails, les demandes et les appels téléphoniques suspects. Des sessions de formation régulières alertent les employés sur les dernières formes de phishing, de spear phishing, de kishing et d'ingénierie sociale. 3. Mettez en place des processus clairs pour le paiement et les modifications de données. Dans la fraude au CEO et la fraude à la facture, la rapidité et l'autorité jouent un rôle majeur. En mettant en place des procédures où les paiements et les changements de numéro de compte sont toujours vérifiés à 2 reprises, vous pouvez prévenir les attaques sur ces faiblesses. 4. Sauvegardez régulièrement vos données et stockez-les hors ligne. Les ransomware peuvent rendre les données inutilisables.
En effectuant des sauvegardes régulières et en les stockant hors ligne, vous pouvez récupérer rapidement vos données sans dépendre des criminels. 5. Travaillez avec des partenaires de confiance et surveillez les mises à jour. Les attaques contre la chaîne d'approvisionnement montrent à quel point les entreprises peuvent être vulnérables en raison des faiblesses de leurs fournisseurs. Choisissez des partenaires qui prennent la cybersécurité au sérieux et surveillez attentivement les mises à jour et les logiciels pour vous assurer qu'aucun logiciel malveillant indésirable ne s'infiltre. Une cyberattaque peut être dévastatrice, mais en prenant les bonnes mesures et en prenant la sécurité au sérieux, vous pouvez mieux protéger votre entreprise. Mettez en place une authentification à 2 facteurs, continuez à former vos employés, établissez des procédures strictes pour les paiements, faites des sauvegardes et ne travaillez qu'avec des partenaires de confiance. Restez vigilants et protégez votre entreprise. La cybersécurité est une priorité constante. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Coup d'œil sur les marchés financiers internationaux et pour ce faire, nous retrouvons Olivier Gaillardin, expert chez BNP Paribas Fortis. Le chiffre clé du jour concerne les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis. On constate un résultat légèrement inférieur aux attentes. Alors effectivement, juste pour remettre les choses dans le contexte, ces chiffres au niveau du marché de l'emploi sont évidemment très importants. On les regarde minutieusement parce que c'est vrai que pour le marché américain, pour l'économie américaine, c'est important que ce marché de l'emploi continue sa normalisation, mais qu'il n'y ait pas une augmentation du nombre de licenciements. Alors au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on a eu aujourd'hui, le chiffre est un petit peu décevant, mais c'est surtout du fait d'effets de saisonnalité, donc pour le moment, rien d'alarmant. Alors, au niveau du marché de l'emploi, il y a 2 chiffres qui sont vraiment importants, qui vont être publiés demain. D'une part, c'est le rapport NFP, donc c'est vraiment le rapport sur la création des emplois dans l'ensemble des secteurs, à l'exception du secteur agricole. Et on attend à ce qu'il confirme les très bons chiffres qu'on a eus en début de semaine. L'autre élément, c'est évidemment le taux de chômage aux États-Unis. Il est attendu à 4,1% pour le mois de novembre. Il faut se rappeler qu'au mois de juillet, ce chiffre avait déçu et avait commencé à engendrer des craintes au niveau de la santé économique des États-Unis. Donc c'est évidemment un chiffre à regarder de près qui pourrait également influencer les baisses de taux au niveau de la Banque centrale américaine. Nous parlons de la Banque centrale américaine et la possibilité d'une future baisse des taux. Hier, Jérôme Powell a tenu l'une de ses dernières interventions avant la prochaine réunion de la Fed. Quelques enseignements sont à tirer de ces déclarations. Alors effectivement, c'était une des dernières interventions de Jérôme Powell avant la réunion de la Fed. C'est vrai que c'était un discours qui était plutôt prudent, en tout cas prudent par rapport aux futures baisses de taux. Par contre, il était assez confiant au niveau de la santé économique aux États-Unis, notamment au niveau de la confiance des consommateurs et des entreprises. Donc ça, ce sont des éléments qui sont plutôt positifs. Pour lui, le marché de l'emploi poursuit sa normalisation, mais il n'y a rien d'alarmant. Donc ça, c'est également un élément plutôt positif. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, il a mis en avant que la Fed pouvait revoir potentiellement la copie au niveau des baisses de taux à venir. Alors pour le moment, le marché anticipe toujours une baisse de 25 points de base au mois de décembre, avec une probabilité de 75%. Donc normalement, on devrait y être. Par contre, pour 2025, le tableau est évidemment beaucoup moins clair. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Jean Hendrix d'Itinéra s'intéresse aujourd'hui au réarmement démographique. En effet, Macron disait récemment qu'il fallait réarmer démographiquement l'Europe et la France en particulier. Il y a plusieurs siècles, Malthus disait le contraire et prenait un contrôle démographique. Quels sont les chiffres du déclin démographique actuel ? Il y a d'abord un double effet. On vit plus longtemps, c'est le premier effet, et on fait moins d'enfants, c'est le second effet. En conséquence, la population est en baisse et elle est vieillissante. Première question. Quels sont les chiffres à ce sujet ? Eh bien, si on regarde l'âge médian, c'est-à-dire la moitié de la population est plus âgée que cet âge médian, au Japon, nous avons aujourd'hui atteint 50 ans. Avec une espérance de vie à la naissance de 85 ans. En Allemagne et en Italie, on est à 47 ans. La France et la Belgique sont 5e dans le classement,
avec 42 ans, pour une espérance de vie de 82 ans. Et les États-Unis sont juste derrière, avec 40 ans d'âge médian et une espérance de vie bien moins élevée, puisqu'elle n'est que de 77 ans. À l'autre extrême, on a le Niger, avec une espérance de vie de 60 ans, mais 60% de la population a moins de 20 ans, ce qui nous donne un âge médian de 15 ans. Face à ça, nous avons les taux de fécondité, qui sont bien inférieurs au seuil de remplacement de la plupart des pays riches. En France, le taux de fécondité n'est que de 1,83, sous le seuil de remplacement de 2,1. En Belgique, il est de 1,60. Deuxième question. Quelles sont les perspectives mondiales ? Eh bien, Lancet, le rapport de la revue scientifique internationalement reconnue, a publié en 2024 des statistiques de perspective mondiale qui montrent que la fécondité va baisser dans la plupart des pays du monde. Cette baisse est généralisée avec, en 2050, près de 3 pays sur 4 qui auront des taux de remplacement, des taux de fécondité inférieurs au taux de remplacement. En Europe occidentale, le taux de fécondité atteindra 1,44, bien inférieur au seuil de remplacement de 2,1. Mais cette fécondité est très inégale en fait dans le monde. À Taïwan et en Corée, on a des taux de fécondité qui sont les plus bas du monde avec 0,7 enfants par femme, contre des taux de fécondité au Niger et au Tchad qui sont 10 fois plus élevés, soit 7 enfants par femme. On aura compris, le monde va affronter simultanément un baby-boom dans les pays pauvres et un papy-boom dans les pays riches. Troisième question. Ces taux de fertilité sont-ils trop faibles ou trop élevés ? Eh bien, dans les pays riches, nous aurons un baby-boom, un surcroît de personnes âgées par rapport au nombre de jeunes. Ce qui va impliquer problèmes de financement de notre sécurité sociale et des pénuries de travailleurs sur le marché du travail. D'où l'injonction de Macron de réarmer démographiquement l'Europe par des politiques natalistes ou par du brain drain. Par contre, dans les pays pauvres, c'est un baby-boom qui fera l'objet de la perspective à venir, avec des crises sanitaires à venir, un contrôle démographique ou une catastrophe humanitaire. Quatrième question. Quels sont les leviers que l'on peut mobiliser pour contrôler la démographie ? Eh bien, il est souvent plus facile de baisser la fécondité que de l'augmenter. Donc, pour baisser la fécondité, on a tendance à réduire la mortalité infantile, à faire des opérations de communication pour la contraception, l'éducation des filles, hausser le niveau de vie, l'urbanisation, etc. Pour, par contre, augmenter la fécondité, on a découvert finalement toutes les limites du modèle suédois, puisque la Suède a son taux de fécondité qui a baissé. Il est passé de 2 à 1,67 en 10 ans, malgré toutes les politiques natalistes mises en place, notamment des politiques sociales qui visent à accroître le taux de natalité, l'amélioration du congé parental, la gratuité des gardes d'enfants, les incitations financières et les droits supplémentaires en matière d'emploi. Tout ça a montré ses limites. À Taïwan, petite anecdote amusante, où le taux de fécondité est le plus bas au monde, 0,87 enfants par femme, eh bien le candidat à la présidence, Terry Gou, a même proposé d'offrir des chats et des chiens aux nouveaux parents pour encourager les naissances, l'élevage d'animaux de compagnie étant un passe-temps de plus en plus populaire à Taïwan. Voilà pour votre tour de l'actualité journalier. Merci de votre fidélité et à demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je suis Cathy. Aujourd'hui, nous parlons d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale est une tactique par laquelle les cybercriminels manipulent les employés pour obtenir l'accès à des informations sensibles. Au lieu de procéder à des piratages techniques, les attaquants utilisent des astuces psychologiques pour gagner la confiance des employés et les piéger. Supposons qu'une personne appelle le service informatique en se faisant passer pour un collègue ayant des problèmes techniques et en demandant de réinitialiser son mot de passe. Comme la situation semble urgente, l'employé l'aide sans vérifier davantage, de sorte que l'attaquant a maintenant accès aux informations de l'entreprise.
Comment protéger votre entreprise de l'ingénierie sociale ? Encouragez les employés à toujours vérifier les demandes inconnues. Utilisez l'authentification à 2 facteurs pour accéder aux données sensibles. Proposez des formations régulières sur les techniques d'ingénierie sociale. Restez vigilant face à l'ingénierie sociale et protégez votre organisation. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.